Allora, benvenuti a tutti i colleghi, gli amici che sono qua fedeli a questo ciclo di conferenze intitolato La France qui pense l'Europe. Io naturalmente porto il saluto del presidente della fondazione, il professor Roberto Antonelli, che non può venire oggi, ma che appunto mi ha incaricato di salutarvi e procediamo appunto con questo nostro ciclo che per molti di voi lo sanno, è cominciato l'anno scorso, a marzo. Abbiamo cominciato a vedere così come considerano, come parlano dell'Europa i grandi anche del passato, da Montesquieu, Madame de Staël a Victor Hugo, e ora queste ultime, poi abbiamo avuto anche una giornata di studi di giovani ricercatori che hanno già affrontato il Novecento. E adesso abbiamo ancora due conferenze, una è questa di oggi di Michel Jarretti, che ringrazio, je vous remercie beaucoup d'être ici pour parler de Valérie, e poi ne avremo un'altra su Camus a novembre. Allora, io non, visto che insomma meglio che sentiamo le persone competenti che parlano su Jarretti e che parlano su Valérie, e quindi do la parola a Michel Jarretti e Paola, vero, vieni qua per fare la moderatrice e la interlocutrice. Grazie Letizia. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui ici à la Fondation Primo Michel Jarretti, qui est professeur de littérature française à l'Université Paris-Sorbonne et qui est spécialiste de la poésie et de la critique française du 19e et du 20e siècle. Mais surtout, il est spécialiste de Paul Valéry, et on lui doit notamment la nouvelle édition des écrits de Paul Valéry, une édition qui a, disons, remplacé l'édition de la Pléiade et qui est devenue désormais l'édition de référence. Il s'agit de 3 volumes publiés en 2016 dans la collection de la Pocothèque. Et on lui doit aussi une biographie de Paul Valéry qui a apparu chez Fayard en 2008 et qui a remporté le prix de la biographie 2009 de l'Académie française. C'est une biographie qui détaille, disons, le parcours intime, mais aussi intellectuel et littéraire de Valéry. Et il s'agit d'un outil, disons, indispensable et précieux pour les spécialistes de Valéry, mais non seulement. Michel Jarretti est évidemment l'auteur de beaucoup d'autres volumes sur Valéry, d'éditions de textes ou bien des études critiques. Aujourd'hui, il va nous parler de Paul Valéry et la crise de l'Europe. On le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation dans ce cycle de séminaires sur la France qui pense l'Europe, où Valéry occupe en effet une place, disons, cruciale, puisque Valéry, en 1919, a publié un écrit célèbre, qui est La crise de l'esprit, un article qui a été publié d'abord en anglais dans une revue londonienne qui s'appelle The Athenaeum, et qui a été ensuite traduit en français, publié dans la nouvelle revue française tout de suite. Et il s'agit d'un article où Valéry parle de la crise à la fois spirituelle et intellectuelle de l'Europe de l'après-guerre. Et les premières lignes de cet article, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, sont devenues l'une des citations valériennes les plus, disons, connues. Valéry est sans cesse évoqué à partir de ces lignes comme un prophète, un témoin de la crise de l'Europe moderne. Et en effet, il est souvent cité non seulement dans les études littéraires, mais aussi dans les études historiques qui s'occupent de la crise passée ou actuelle, ou bien actuelle de l'Europe.
Donc évidemment, il s'agit pour nous d'un sujet qui est au cœur de notre cycle sur la France qui pense l'Europe. Donc un grand merci à Michel Jarty d'être là et je lui donne sans tarder la parole. Merci Paola, je suis très heureux de revenir à Rome une nouvelle fois, c'est toujours un plaisir. Je vous remercie d'être présent ce soir. Je remercie Paola aussi d'être venue ici, Paola que je connais depuis de nombreuses années, je ne dirai pas combien. Et donc je vais essayer de parler de Valérie et de la crise de l'Europe. Alors, bon, c'est un très vaste sujet, je vais essayer de me limiter d'autant plus que la semaine dernière j'ai fait une conférence, on m'avait donné une demi-heure, j'ai parlé de 3 quarts d'heure, le modérateur était affolé, donc si vous voulez que je dépasse, vous me faites signe de m'arrêter. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par une double remarque. C'est que la vision que Valérie se fait de l'Europe, de manière générale, nous allons le voir, s'autorise une certaine liberté par rapport à l'histoire ou la géographie, tout simplement parce que Valérie reste assurée que, je le cite, de manière générale, nous ne pouvons regarder le passé que du regard qui engendre les mythes. Et il y a bien chez lui, d'une certaine façon, si vous voulez, ce que j'appellerais un imaginaire de l'Europe. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que son Europe s'est construite à partir de cet immense ébranlement qui a été la Première Guerre mondiale. Parce que si on regarde les choses de près, on se rend compte que le Valérie de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle, mais surtout de la fin du XIXe siècle, autour de l'affaire Dreyfus, est étroitement nationaliste. Et en 1897, il fait paraître un petit texte qui s'appelle La conquête allemande, qui aurait dû s'appeler une conquête méthodique, mais bon, l'éditeur anglais, parce que c'est parlé en anglais, a changé le titre, et il l'a appelé La conquête allemande, c'était beaucoup plus dans l'air du temps, naturellement. Donc, il fait paraître une étude où il analyse, non sans inquiétude, je dirais, le développement méthodique, économique de l'Allemagne, enfin, germanique, disons plutôt, et il ne se soucie pas du tout du continent européen. Ce qui préoccupe à ce moment-là, c'est que la France se déchire, en 1897, alors que de son côté, l'Allemagne est en train évidemment de se renforcer. C'est donc à compter, je dirais très exactement, de 1918, je vais vous dire pourquoi, que se dessinent les contours et le souci d'une Europe plus précise. L'événement qui me semble intéressant ici, c'est un événement qui semble mineur, c'est que, si je me rappelle bien, c'est le mois de juillet 1918, son ami André Lebet, qui est à ce moment-là député et qui appartient à une commission où on commence à réfléchir à ce qui deviendra la SDN, son ami est à court d'idées et lui demande quelques suggestions. Donc Valérie lui envoie 2 ou 3 feuillets qui sont tout à fait passionnants et qui, à certains égards, anticipent, si vous voulez, ce qui sera beaucoup plus tard la charte de l'UNESCO. Donc ce moment de juillet 1918, c'est quasiment la fin de la guerre, me paraît important. Et c'est à ce moment-là que s'affirme le souci d'une Europe dont la civilisation est essentiellement méditerranéenne. Je crois que c'est un point sur lequel il faut insister, surtout ici à Rome, puisque son Europe à lui s'étend, si vous voulez, jusqu'à Smyrne et Alexandrie. Et dans une conférence de 1922, il s'aventure jusqu'à considérer que l'Égypte ou même la Phénicie ont été, dit-il, comme des préfigures de la civilisation européenne qui ne s'est ensuite étendue vers le nord que progressivement. Donc le départ est bien un départ méridional. Et quand, beaucoup plus tard, il évoquera de nouveau cette espèce de tropisme, c'est le mot qu'il emploie, vers le nord, en 1939, alors que le drame de la Seconde Guerre est déjà en train de se jouer,
Il évoquera dans un entretien à la presse la mission qu'il assigne au Centre universitaire méditerranéen de Nice, que vous connaissez peut-être, qui a été fondé en 1933 à la fois par le ministre de l'Éducation nationale Anatole de Manzy et par le maire de Nice Jean Médecin, et pour lequel on a créé le poste d'administrateur. Donc, il va être administrateur de ce centre, et lorsque un journaliste l'interrogera, il formulera la même idée, c'est-à-dire que la Méditerranée, et non pas l'Europe, la Méditerranée, est, je cite, une machine à fabriquer de la culture. Et il dira aussi que le centre universitaire de Nice, donc, est pour lui un foyer de réflexion qui a je cite toujours, une très haute valeur internationale d'ordre spirituel. Alors, je réserve ici le mot de spirituel qui renvoie chez Valéry au terme d'esprit et qui n'a pas de connotation religieuse, il faut le préciser tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que le centre de Nice, c'est un centre méditerranéen, puisse avoir une valeur internationale, c'est-à-dire aller au-delà de la Méditerranée et gagner par conséquent dans son esprit l'Europe du Nord. Alors pour le reste, cette Europe se trouve définie par la concordance de trois influences, c'est quelque chose de très net, celle de Rome où nous sommes, celle du christianisme, et puis surtout, c'est moins connu, celle de la Grèce, à laquelle une conférence inédite de 1932, hélas, mais je crois que vous avez justement publié le manuscrit, c'est pas le manuscrit, je ne sais pas comment il faut dire, de cette conférence. Donc en 1932, dans une conférence, il assigne à la Grèce un rôle central dans l'ordre de l'esprit. Et il dit ce que nous devons à la Grèce est peut-être ce qui nous a le plus distingué le plus profondément du reste de l'humanité. J'avais consacré autrefois une communication entière à cette question de Valéry et la Grèce qui est assez intéressante, non pas ma conférence, mais c'est peut-être cette question. Et c'est à la Grèce, en effet, dit Valéry, que nous devons, dit-il, la discipline de l'esprit, et il met un E majuscule, discipline d'où devait sortir la science, qui va être pour lui comme, disons, le noyau dur, en quelque sorte, de l'intelligence continentale, puisque, je cite toujours, l'Europe est avant tout la créatrice de la science. Donc l'Europe est la créatrice de la science, et la créatrice de la science, c'est la Grèce. Donc la Grèce est une sorte de point central, et plus encore, ce que nous devons aux Grecs, dit Valéry, c'est qu'ils ont inventé l'idéal. Alors dans le texte que Paola va éditer, l'idéal est écrit en majuscule, et évidemment c'est un terme qui peut paraître un peu étrange, mais ça n'est pas un idéal abstrait, au sens quasiment philosophique, si vous voulez, c'est ce qu'il appelle un idéal moteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un idéal moteur? Eh bien, tout se passe comme si c'était, comme on dit, le primum movens, ce qui a mis en branle l'Europe véritable au commencement. Et s'il y a un miracle grec, selon l'expression qu'utilisait Renan au XIXe siècle, c'est que ce petit peuple, qu'est la Grèce, s'est élevé, dit Valéry, du local à l'universel. C'est-à-dire que les anciens Grecs ont, dit Valéry, isolé et fixé le type de la pensée occidentale, un peu comme, si vous voulez, la physique, la chimie peuvent isoler et fixer un corps. Donc, je dirais que la Grèce a été en quelque sorte le moi pur de l'Europe. Alors, j'utilise ce mot de moi pur parce qu'il appartient au vocabulaire valérien, mais disons que c'est le centre, en quelque sorte, à partir de quoi tout a pu se construire et rayonner. Alors, il y a là une très haute vision
vision, évidemment, dont procède une inquiétude d'un côté et d'autre part un dessin, un projet. Alors l'inquiétude est évidemment que la guerre a, non pas détruit, mais enfin mis à mal le prestige de l'Europe, et c'est l'objet de ce fameux article que Paola vient de rappeler sur la crise de l'esprit. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que l'objet de ces deux lettres n'est absolument pas politique. Elles sont écrites au printemps, destinées à une publication britannique, on l'a dit, et puis très vite traduite. Et donc, elles ne font qu'une allusion au traité de Versailles, qui ne sera signé qu'au mois de juin après l'écriture du texte. Mais en 1927, néanmoins, Valéry notera, un peu comme en passant, si vous voulez, il notera que s'il arrive qu'on impose par la paix sa volonté à l'adversaire, ce peut être une néfaste volonté. Alors, je ne crois pas surinterpréter sa pensée en considérant que nous avons ici peut-être une allusion discrète à la fois au traité de Francfort qui a mis fin à la guerre franco-allemande de la guerre de 70 et en même temps au traité de Versailles et toutes les difficultés que vous savez que sa sévérité a pu engendrer. Alors, l'inquiétude dont je parle touche donc à la relation franco-allemande essentiellement, mais elle va s'élargir rapidement dans une vision qui va être européo-centrée. Alors, je dis tout de suite par parenthèse que Valéry est ce qu'on appelle un vieil européen, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc elle s'élargit à une vision européo-centrée, puisque dans cette étude de 1919, il pose la fameuse question qui est aussi souvent citée que la première phrase que vous avez dite tout à l'heure. Il se demande si l'Europe donc restera ce qu'elle est en réalité, et il souligne ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique, ou si elle restera, je cite d'autres membres de phrase, ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps. Alors quand je parle d'européocentrisme, cette métaphore, évidemment, le cerveau d'un vaste corps va naturellement dans ce sens. Alors cette métaphore de la perle mérite aussi peut-être qu'on s'y arrête un instant, parce que je hasarderais peut-être l'idée que par cette idée de clôture, la métaphore reconduit, si vous voulez, un peu cette insularité intellectuelle de Valéry. Valéry qui parle de son robinsonisme, comme s'il était sur une île qui n'appartienne qu'à lui. Insularité donc qu'il théorise souvent et qui est tout à fait réelle, puisqu'elle le conduit à repenser pour lui tout ce qui peut venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas de savoir qu'il soit extérieur, il faut qu'il le repense, qu'il se l'approprie et qu'il le fasse devenir quelque chose d'intérieur. Alors il y a un passage dans Tel quel 2, il y a un passage que je cite souvent et qui me paraît peut-être intéressant ici dans ce contexte. Dans Tel quel 2, Valéry écrit « Le puissant esprit, pareil à la puissance publique, bat sa propre monnaie et ne tolère dans son secret empire que des pièces qui portent son signe. » D'une certaine façon, non seulement apparaît ici le terme d'esprit qui, nous allons le voir, va devenir en quelque sorte le centre, la nervure centrale de sa pensée européenne, mais cet esprit d'Europe est aussi à ses yeux, c'est un point tout à fait fondamental, la puissance de transformation qui finalement n'est pas tellement éloignée de ce qu'il appelait l'idéal moteur des Grecs. C'est-à-dire que cette puissance de transformation lui permettait tout à l'heure
de voir dans l'Égypte ou dans la Phénicie des préfigures de l'Europe. Et plus généralement, cette puissance de transformation explique que l'Europe, pour constituer, bâtir, transformer sa civilisation, ça explique qu'elle ait su assimiler ce qu'elle recevait du dehors et en même temps faire valoir vers l'extérieur ce qu'elle avait su renouveler. C'est ce qu'il appelle le plus intense pouvoir émissif uni au plus intense pouvoir absorbant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir émissif? Eh bien, les regards sur le monde actuel, ou plutôt leur avant-propos, en donnent deux exemples qui remontent à la fin du XIXe siècle. Il y a d'une part un événement qui a beaucoup marqué Valéry, qui est la guerre entre le Japon et la Chine, où il voit le premier acte de puissance, je le cite, le premier acte de puissance d'une nation asiatique réformée et équipée à l'européenne. Et on sait que le Japon a beaucoup imité dans cette période de fin de siècle, a beaucoup imité l'Europe. Et d'autre part, le second événement, c'est que quand les États-Unis, contre l'Espagne, prennent fait et cause pour Cuba, et prennent fait et cause de manière victorieuse, eh bien il fait la même constatation, c'est-à-dire qu'il dit que c'est le premier acte de puissance d'une nation déduite et comme développée de l'Europe. Alors je reviendrai d'un mot tout à l'heure sur le fait que pour lui les États-Unis sont déduits de l'Europe. Mais ces deux événements l'ont beaucoup marqué. Alors il suffit d'ailleurs de renverser l'ordre des préséances pour établir un lien aujourd'hui entre l'affaiblissement de l'Europe, de la vieille Europe, et la double puissance de l'Amérique et de la Chine, qu'on peut, depuis un certain nombre de dizaines d'années, considérer comme un pays qui s'est puissamment renouvelé. Alors en 1938, d'ailleurs, à la demande d'une revue mexicaine, il donnera pour titre à son interview, comme on ne disait pas encore, l'Amérique, projection de l'esprit européen. C'est un texte qui a d'ailleurs été publié. Mais ce qui me paraît assez remarquable, si vous voulez, c'est que dans l'entre-deux-guerres, cette Amérique, et on le voit dans le texte que je viens de citer, dont je viens de donner le titre, dans l'entre-deux-guerres, cette Amérique, il voit en elle, si vous voulez, une fille de l'Europe, déduite de l'Europe, donc une fille de l'Europe, mais qui n'est pas encore tout à fait sortie de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il n'envisage pas qu'elle puisse être une rivale ou une menace pour l'Europe, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Il n'envisage pas non plus qu'elle puisse être un soutien pour l'Europe. Et il y a quelque chose qu'on n'a jamais remarqué, je crois, c'est que lorsqu'il reçoit le maréchal Pétain à l'Académie française en janvier 1931, eh bien, il n'évoque à aucun moment, alors peut-être qu'il n'en a pas eu l'occasion, mais il n'évoque à aucun moment la présence des troupes américaines, par exemple. Donc, alors, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est quelque chose de délibéré? Je ne sais pas, mais enfin, il n'ira jamais aux États-Unis, qu'il appelle toujours significativement d'ailleurs l'Amérique. Vous ne trouverez jamais sous sa plume les États-Unis, c'est l'Amérique. Et je pense d'ailleurs que d'un point de vue culturel, il accorde peut-être plus d'importance à l'Amérique du Sud qu'à l'Amérique du Nord. Alors je n'ai pas noté le texte exact, je cite de mémoire, mais la grande femme de lettres argentine Victoria Ocampo, que Valéry connaissait un peu, un petit peu plus qu'un peu d'ailleurs, m'avait invité à venir faire des conférences, et au moment où la guerre est déclarée, il lui dit, vous recueillerez, je cite de mémoire, vous recueillerez les débris de notre civilisation. Donc d'une certaine façon, c'est plutôt à l'Amérique du Sud qu'il pense. C'est une hypothèse qu'on peut faire, on n'en a pas de preuve véritable, mais enfin c'est surtout peut-être à l'Amérique du Sud qu'il pense plutôt qu'à l'Amérique du Nord.
Alors, en 1928, d'ailleurs, dans le cadre du comité des lettres et arts de la Société des Nations, sur lequel je vais revenir, dont il fait partie, il distingue encore, mais cette fois de façon un peu désinvolte, hein, c'est dans un compte-rendu, dans une transcription, il évoque la vieille Europe et, je cite, l'Amérique où tout est à faire et où l'on a manqué du commencement. Une phrase assez étonnante quand on y réfléchit. Tout est à faire, ils l'ont quand même déjà pas mal fait. Et où l'on a manqué du commencement, parce qu'en quelque sorte, le commencement a été importé, tout fait. Et donc, c'est une phrase qui peut sembler un petit peu dédaigneuse, d'une certaine façon, si vous voulez. Alors, je parle ici de l'Ouest. Quant à l'Orient, c'est-à-dire l'autre côté, il le connaît très mal, mais il affiche une sérénité tout à fait comparable, puisque vous savez, peut-être en 1925, il y a eu un intérêt très grand porté à cette question de l'Orient, et une revue, Les Cahiers du Mois, avait lancé une enquête à ce sujet, et Valérie répond: au point de vue de la culture, je ne crois pas que nous ayons beaucoup à craindre actuellement de l'influence orientale. Bon, je ne vais pas commenter l'actualité présente, mais enfin, il est certain qu'aujourd'hui, un certain Orient islamique est à craindre. Alors, l'inquiétude dont je parle ne va pas donc du dehors au dedans, puisque ce qui est extérieur à l'ouest ou à l'est ne menace pas l'Europe, mais cette inquiétude va plutôt du dedans au dehors, et je songe à ce qu'il appelait dès 1897 le théorème du nivellement. C'est-à-dire, en fait, le théorème du nivellement, c'est, résumé de façon grossière, le fait que le savoir européen s'est diffusé de par le monde, hein, je parlais tout à l'heure du Japon, et la diffusion de ce savoir de par le monde a tendance à estomper ou à gommer ou à limiter, en tout cas, la différence entre les grands pays européens d'autrefois, traditionnels, qui étaient les créateurs de ce savoir, et d'autre part les autres peuples qui se l'approprient peu à peu ou qui simplement le reçoivent de l'Europe. Alors là encore, je ne veux pas faire de commentaires sur l'espionnage scientifique, mais enfin bon, ce serait quelque chose qui ne serait pas inintéressant à développer. Et alors toujours dans l'avant-propos des regards sur le monde actuel, il note de façon assez sévère ou très sévère même, que c'est par une sorte de trahison. Alors, c'est lui qui dit ce mot, c'est par une sorte de trahison qu'on a livré, je cite toujours, à ceux mêmes qu'on entendait dominer, des méthodes et des instruments de puissance, de telle sorte que les rivalités internes à l'Europe, les rivalités, les guerres, les conflits, etc., internes à l'Europe, lui ont été gravement préjudiciables, et il rappelle qu'avec des moyens inférieurs aux nôtres, les Romains ont su s'imposer aux autres, alors que les Européens ont manqué de vision et se sont conclus à considérer les hectares du voisin, le jardin du voisin en quelque sorte, et à raisonner sur l'instant. Et il conclut par la phrase fameuse: l'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse. On n'en a jamais parlé, je crois, les spécialistes de Valérie n'en ont jamais parlé, moi je n'en ai jamais parlé non plus. Parce que c'est une question sur laquelle il n'y a pas de texte clair, mais il me semble que se pose ici, malgré tout, la question du colonialisme. C'est-à-dire que à partir du moment où l'Empire romain est un modèle, Valérie nous dit que les Romains, avec moins de moyens que nous, ont su s'imposer au reste du monde. Nous ne l'avons pas su. Ça veut dire que nous l'avons. Et donc, c'est une hypothèse que je fais. Il n'est pas impossible qu'il y ait là une référence implicite le colonialisme qui, comme vous savez, a fait
objet de débat en particulier même parmi les hommes de gauche, puisque à la fin du XIXe siècle, Jules Ferry était très colonialiste et Clemenceau était très anti-colonialiste. Enfin, bon, je referme cette parenthèse. Alors, si l'esprit européen, c'est-à-dire la culture et la science, était, pour reprendre un mot de Charles Péguy, une mystique, eh bien cet esprit européen ne s'est pas dégradé en politique tout seul, mais il a dû, cet esprit européen, il a dû en quelque sorte travailler contre cette politique. Et la distinction entre esprit et politique, quelque chose qui me paraît intéressant, puisque cette politique, pendant l'entre-deux-guerres, menace à ses yeux encore davantage l'esprit européen. Et ce dépérissement des choses, si vous voulez, pourrait conduire le vieux continent à passer sous la coupe du plus jeune, c'est-à-dire l'Amérique. Ce serait peut-être, comme on dit en sport, un passage de témoin, si vous voulez, mais qui viendrait contresigner l'abaissement de l'Europe et le fait qu'elle deviendrait une sorte de dominion de l'Amérique. Alors, reste néanmoins, puisque je parlais d'inquiétude et d'espoir, reste l'espoir que recèle en 1919 la question qui est formulée à la fin de la crise de l'esprit. Mais l'esprit européen, ou du moins ce qu'il contient de plus précieux, est-il totalement diffusé? C'est-à-dire que vous allez se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est spécifique à l'Europe et qui ne pourra jamais être diffusé, en quelque sorte, à l'extérieur. Alors ici survient une alternative, ou plutôt trois issues possibles, qui montrent bien à la fois l'espoir et l'inquiétude. Ou bien l'esprit européen se survivra, se développera et continuera à maintenir l'Europe et donc à la sauver, ou bien cet esprit européen va se défaire, se déliter, ou bien il va se diffuser jusqu'à faire perdre au continent européen son identité, l'identité qu'il avait eue pendant plusieurs siècles et qui avait fait de lui cette perle du monde dont il parlait tout à l'heure. Alors, l'immédiat après-guerre est donc un moment de crise, c'est-à-dire un moment de possible changement de régime, au sens où on parle du régime d'un auteur, si vous voulez, qui peut se modifier. Et dans une conférence de 1922, il évoque assez sombrement, et c'est intéressant parce qu'on est seulement en 1922, il évoque cette grande pitié des choses de l'esprit, E majuscule, cette détresse, cette angoisse des hommes de l'esprit. Donc, d'un côté, certains textes marquent une certaine espérance, d'autres textes, la plupart d'ailleurs finalement, marquent une grande inquiétude. Alors, son ambition, ça va être, pendant l'entre-deux-guerres, d'essayer d'amenuiser cette détresse, si vous voulez, cette angoisse. Il va le faire dans le cadre de la Société des Nations souvent, mais aussi il va le faire à d'autres occasions. Alors je me contenterai ici d'un ou deux exemples. D'abord, je voudrais rappeler que la Société des Nations a joué dans la pensée de Valéry, enfin pas dans sa pensée, dans la diffusion de sa pensée, plus exactement. Elle a joué un rôle important qu'il convient de préciser, puisque cette fameuse crise de l'esprit de 1919 lui a donné très rapidement, beaucoup plus que la Jeune Barque qui était parue 2 ans plus tôt, lui a donné très rapidement une autorité considérable. C'est un texte qui a eu un très grand retentissement. Et rapidement, Valéry va être invité donc à faire des conférences sur des sujets de civilisation, d'actualité.
Et il va être invité également à devenir membre de différentes institutions, de différentes instances, en particulier dans le cadre de la Société des Nations. Alors je crois qu'il faut rappeler, peut-être pour être un peu précis, que le pacte de la Société des Nations, juste après la Première Guerre, ne prévoyait pas d'organisme culturel comparable à l'UNESCO d'aujourd'hui. Et néanmoins, on a créé donc, alors les sigles sont un peu compliqués, mais enfin bon, on a créé la Commission internationale de coopération intellectuelle en 1922, donc assez rapidement, dans l'espoir justement de favoriser les échanges entre les savants, les artistes, les écrivains, etc. Et 12 pays font partie de cette Commission internationale de Genève, dont l'Allemagne, qui est alors absente de la SDN, où elle entrera en 1926, pour en sortir en 1933. Alors ça peut paraître étrange, mais l'explication, c'est que cet organisme culturel, si vous voulez, est indépendant des États, c'est-à-dire que les gens qui y siègent ne représentent pas leur État. C'est la raison pour laquelle Einstein, par exemple, fait partie de cette commission, alors que l'Allemagne, en 1922, ne fait pas partie de la SDN. Il siège à titre individuel, comme Thomas Mann va siéger à titre individuel dans le comité des lettres et arts de la SDN. Et donc, ces personnalités ne représentent pas leur État, elles se trouvent choisies pour leur qualité personnelle. Et puis, par ailleurs, des commissions nationales, c'est assez obscur, mais enfin, les commissions nationales sont d'autre part créées, et dès le début 1925, le sénateur Henri de Jouvenel, qui a été le mari à un moment de Colette, l'écrivain, Henri de Jouvenel, donc, demande à Valéry de faire partie de ces comités. Donc, Valéry va peu fréquenter ce comité français, ce comité national français, probablement parce que les sujets dont il traite lui paraissent sans intérêt. Mais en revanche, il manque rarement de se rendre à Genève aux réunions de ce qui s'appelle au début la sous-commission des lettres et arts, dont il fait partie. Le président à l'époque est Jules Destrée, qui est un Belge assez connu à l'époque. C'est un ancien ministre des Sciences et Arts et surtout le fondateur de l'Académie royale de Belgique. Et donc, dans cette sous-commission, on s'entretient de sujets qui ne sont pas des sujets inintéressants, en particulier du développement des traductions. Je crois que c'est un point très important, parce que vous savez que, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Italie, mais vous savez que la France a eu, de toute éternité, si j'ose dire, un retard considérable dans les traductions. Donc, c'est une manière évidemment de rapprocher les peuples. On s'occupe de diverses questions techniques et ce sont des travaux évidemment qui ne sont pas médiocres mais qui n'intéressent pas Valéry parce qu'elle lui semble trop technique et parce que surtout, c'est là où on voit la modernité de Valéry, elles n'ont pas d'écho à l'extérieur. Personne n'en parle. Or, il faudrait justement que l'on parle de ce comité des lettres et arts qui se fixe comme objectif, entre autres, de rapprocher les peuples. Donc, la coopération, pour lui, ne peut avoir de chance d'opérer ce rapprochement entre les peuples que si les efforts déployés sont des efforts qui sont des efforts connus, si vous voulez. Et il y a là, je dirais, un désir de publicité, sans donner du tout à ce mot de sens péjoratif, prenons le mot dans son sens le plus noble. Et c'est quelque chose d'intéressant puisqu'il va en parler à ses collègues à Genève dès 1928 et puis en 1931, sur sa proposition, on va décider deux choses. D'un côté, l'établissement d'une correspondance entre ce que Valéry appelle, c'est une expression récurrente chez lui, les hommes de l'esprit,
Et puis de l'autre, il a décidé qu'il y aura chaque année des entretiens qui rassembleront donc, dans une ville différente du monde, un certain nombre d'esprits exceptionnels. Alors pour des raisons pratiques, il se trouve que la plupart de ces entretiens se sont tenus en Europe. Il y en a eu un en Amérique du Sud auquel Valérie n'a pas participé parce que le voyage devait lui sembler trop long. Mais il faut bien noter d'ailleurs que ce comité des sciences, ce comité des lettres et des arts était en fait ouvert au monde entier et en réalité ce sont surtout des Européens qui venaient pour des raisons pratiques tout à fait évidentes. Alors, par cette double création de correspondance d'un côté et d'entretien de l'autre, il est évident qu'il essaye de faire renaître ce qu'on appelait autrefois la République des lettres. Et Valérie participe très régulièrement à ces entretiens. Il y fait d'ailleurs des interventions qui vont être aussi bientôt publiées. Et ces entretiens, pour nous, ne sont pas inintéressants à lire, ils sont très généraux, il faut bien le dire. Et on n'imagine pas que ces intellectuels puissent se mettre tout d'un coup à aborder des problèmes techniques, politiques, culturels, comme on dirait, ce n'est pas leur objet, mais enfin il y a un certain nombre de gens importants, Unamuno, Thomas Mann, le linguiste Grondal, le diplomate espagnol Salvador de Madariaga, qui était à l'époque une personnalité importante, le psychologue Jean Piaget, Julien Bada, Marie Curie, Jules Romain, je cite ici pas mal de Français. Et alors il faut noter qu'à partir du moment où le fascisme et le nazisme vont être au pouvoir, la situation va être difficile parce que Thomas Mann pourra siéger parce qu'il est exilé, donc il ne risque rien, mais les Italiens risqueraient des représailles s'ils participaient à ces comités. Donc il y a là quelque chose qui est assez intéressant et qui est un des éléments de la crise de l'Europe. Alors, on peut citer deux interventions, si vous voulez, ou deux entretiens. Celui qui s'intitule L'avenir de l'esprit européen en 1933, donc juste après l'accession de Hitler au pouvoir, et puis en 1937, le destin prochain des lettres. Et vous voyez que l'avenir et le destin prochain, c'est encore une fois deux espèces de synonymes, puisqu'on se tourne on essaye de se tourner vers l'avenir, vers le futur, et s'il fallait résumer d'une seule phrase le programme de ces entretiens, je crois que ça pourrait être une phrase qui a été écrite en commun par Valérie et l'historien d'art Henri Faucillon, avec lequel il entretenait des relations très cordiales. Cette question, c'est que veut-on faire de l'homme et quel homme veut-on faire? Alors on dirait que c'est une question considérable, immense, etc. Mais précisément dans ces entretiens, si vous voulez, la crise de l'Europe ne pouvait être analysée que par des angles, je ne sais pas si le mot d'angle d'ailleurs correspond, par des sujets, si vous voulez, qui étaient des sujets très, très larges, et non pas par des sujets pointus. Alors, la phrase est en même temps intéressante. Quel homme veut-on faire? Eh bien, ce qui se cherche ici, c'est un autre humanisme, précisément. Et en même temps, le point d'interrogation montre bien qu'il y a une incertitude. Cette phrase, quel homme veut-on faire, est déjà et surtout une interrogation. Alors, ce qui traverse ces deux entretiens, mais un certain nombre de pages aussi qu'on pourrait lire ailleurs, c'est en effet une inquiétude qui concerne à la fois la littérature et l'Europe. Je regarde là, mais je ne sais pas quel moment maintenant c'est. Il est 6h15. Un quart d'heure, oui. Bon, là, je vais couper un petit peu. Oui, je voulais parler de la question de la littérature, mais ce
ce que je veux dire de manière plus générale, si vous voulez, c'est que les préoccupations personnelles de Valérie rencontrent souvent celles des congressistes de la Société des Nations, hein, et il s'attache, en fait, si on veut résumer les choses, à trancher entre d'un côté une volonté de conservation et en même temps un désir d'évolution qui réserve la tradition d'une culture. Donc il y a une sorte de clivage entre des gens qui sont peut-être trop attachés au passé et qui ne veulent pas innover assez, et d'autres qui se montrent favorables à un renouvellement plus audacieux. Alors cette crise donc, c'est celle de ce qu'il appelle l'esprit européen, mais il intervient aussi en dehors de la Société des Nations. En 1926, à Vienne, donc, il est l'invité de Charles de Rand, qui vient de créer une de ces nombreuses institutions du début de l'entre-deux-guerres qui vise à rapprocher les peuples, hein, le Kulturbund, et il explique qu'il s'agit pour quelques-uns d'entre nous un peu de communiquer et servir l'Europe, la conscience qu'il y a quelque chose à sauver, à prolonger, à porter à son plus haut point de puissance et de lucidité. Alors, je crois qu'il faut ici souligner le terme de communiquer, puisque l'un des points essentiels, si vous voulez, de cette crise, c'est pour lui cette absence de communication. Et puis, le 3 novembre, il prononce de manière plus solennelle à l'ambassade de France, à l'invitation de l'ambassadeur, une très grande conférence où se pressent toutes les personnalités importantes de Berlin. Et je résume le propos qu'il tient. Son idée, si vous voulez, c'est que un changement pourrait se produire dans l'esprit des hommes politiques si il se donnait la peine d'avoir la même rigueur intellectuelle, la même absence de passion que les hommes de l'esprit. Et un des aspects de sa politique de l'esprit, ça va être essayer de faire en sorte que le débat politique ou le regard que les hommes politiques portent sur la réalité soit le moins livré aux excès de la passion. Alors il y a un point qu'il faut souligner également dans cette crise de l'esprit, si vous voulez, c'est que à aucun moment, c'est quelque chose qui est encore de notre actualité, si vous voulez, à aucun moment il n'envisage que les peuples européens puissent être conduits à se ressembler excessivement. Ni d'ailleurs à se rassembler en une union ou en une fédération. C'est quelque chose d'intéressant, ça peut paraître anachronique, mais il faut rappeler qu'en 1929, Claudel envisage des États-Unis d'Europe. Sans parler de Victor Hugo, vous savez, qui, dans cette fameuse formule, enfin c'était là un peu de l'utopie, mais Claudel, lui, envisage des États-Unis d'Europe. Valérie, pas du tout. Et ce qu'il constate, justement, c'est un risque de ce que j'appellerais de façon anachronique, un risque de balkanisation, c'est-à-dire que chaque nation, dit-il, tente aujourd'hui à se cloisonner, à se faire une île, une région fermée, se suffisant à elle-même, vivant de ses propres ressources. Et il songe en particulier, évidemment, aux régimes totalitaires qui se referment sur eux-mêmes. Et le travail de sa politique de l'esprit, c'est au contraire de lever les barrières culturelles et d'essayer de faire que les peuples se parlent et que les peuples puissent échanger. Alors j'ai parlé tout à l'heure, je vais couper un peu puisque je suis déjà trop long, j'ai parlé tout à l'heure des correspondances. Il y en a une qu'il faut citer, c'est la correspondance en 1933 entre Freud et Einstein, qui s'intitule « Pourquoi la guerre ?» Alors je ne sais pas si ce petit livre est disponible en italien, mais il y a eu une réédition il y a peut-être 15 ans, une réédition d'une petite plaquette en France avec une préface, et à aucun moment la préface n'indique l'origine de cet échange entre Freud et Einstein. C'est la raison pour laquelle j'insiste un peu sur ce rôle, si vous voulez,
de la Société des Nations, et en particulier alors, de la correspondance, mais aussi des entretiens. Et son idée européenne, si vous voulez, c'est de ne pas confondre en soi-même, en chacun de nous, de ne pas confondre deux personnages, c'est-à-dire l'Européen qui a une culture généralisée à l'Europe, et, je cite, un autre qui parle sa langue, qui est enfermé dans ses traditions. Alors je ne veux pas là encore commenter par rapport à notre actualité ces deux formules, mais un mot seulement, si vous voulez, quand il dit l'Européen qui a une culture généralisée à l'Europe, il faut bien dire qu'aujourd'hui encore, il n'existe pas de culture généralisée à l'Europe. Alors qu'il y a un autre qui parle sa langue et qui est enfermé dans ses traditions, et on voit en ce moment précisément à quel point les traditions sont en train de faire retour. Alors, on lui a beaucoup reproché, je vais passer aussi assez vite là-dessus, le fait que son comité des lettres et des arts ne fasse rien de bien éclatant, si vous voulez, rien qui donne lieu à des applications pratiques, à des réalisations politiques. Et c'est ce que lui reproche en particulier l'écrivain Jean Guéhenno, qui est responsable de la revue communisante d'Europe, qui dit ce jour. Il lui dit finalement vous ne faites rien, enfin, vous ne faites rien d'efficace. Et Valéry lui répond que son action contre la guerre passe, je cite, par les voies de l'esprit, alors que la guerre naît de la politique. Formule très brutale, la guerre naît de la politique, alors que l'action contre la guerre passe par les voies de l'esprit. Et là encore, on voit s'opposer très nettement l'esprit d'un côté, la politique de l'autre. L'esprit lutte, on peut lutter contre la guerre, mais la politique peut entraîner la guerre. Donc, il y a une sorte de porte-à-faux, si vous voulez, qui va évidemment se produire pour lui, puisque Valéry va ressentir de plus en plus cruellement dans les réunions le fait que les débats, si vous voulez, sont au-dessus de la réalité d'aujourd'hui, et il va avoir des phrases extrêmement dures sur la politique, en particulier dans la fameuse lettre qu'il adresse à Madariaga dans le cadre de cette correspondance, où il associe la politique à l'exploitation de tout ce qui est bas dans l'homme. Donc, un désenchantement se fait jour, et je crois que de ce point de vue-là, si vous voulez, la mort de Briand en mars, si je me rappelle bien, 1932, va être une espèce de tournant. Valéry avait soutenu, sans le dire publiquement, sans vouloir prendre position, il avait soutenu plutôt intellectuellement la position de ce qu'on appelle l'esprit de Locarno, et désormais il va être de plus en plus dur contre ce qu'on appelle pas encore la classe politique. Et en 1933, il y a une très belle phrase, je trouve, dans l'avenir de l'esprit européen, où il dit, nous pensions il y a encore quelques années qu'il y avait dans l'univers de l'esprit des valeurs définies, des résultats obtenus une fois pour toutes, et que la table du jeu ne serait jamais plus renversée comme elle l'a été, par exemple, à la fin de la civilisation antique. Vous voyez, la table du jeu, c'est une belle métaphore, ne serait plus renversée, c'est-à-dire totalement anéantie finalement, c'est-à-dire que la civilisation européenne risquerait de disparaître totalement comme la civilisation antique a pu disparaître, et il constate une dépréciation de l'espoir. Alors, je terminerai, si vous voulez, par un texte, je pense que, je ne sais pas si vous avez publié, c'est la locution que Valéry prononce le 12 septembre 1939 à la radio, à la demande de Giraudoux, qui est responsable de l'information au gouvernement. Texte qui va être publié sous le titre Peuple libre au pluriel et Peuple serf, S-E-R-F, au singulier. Le peuple serf étant le peuple allemand. Alors je résume
cette allocution, si vous voulez, Valéry, en gros, considère que le peuple allemand n'est pas responsable et que c'est Hitler seul qui ne tient pas sa parole, qui rompt ses engagements et qui déclenche la guerre exactement comme on peut tourner un bouton. Cette formule va lui être évidemment reprochée par la philosophe Simone Weil, qui évidemment rappelle que la marche de Hitler vers la guerre était prévisible et prévue d'ailleurs par quelques esprits. Le directeur de la Nouvelle Revue française, Jean Paulhan, va avoir la même réaction. Et l'un et l'autre ont raison. Alors, comment expliquer, si vous voulez, cette phrase? Alors évidemment, ça a été très mal reçu parce qu'il s'agissait de faire des discours de propagande contre l'Allemagne, et Valéry ne fait pas un discours de propagande, il l'exonère d'une certaine peuple allemand, et il distingue les Allemands de leur fureur. Alors, l'explication, c'est qu'il a connu beaucoup d'Autrichiens ou d'Allemands, Einstein, Zweig, le journaliste Emil Ludwig, qui faisait des biographies à l'époque très connues, Thomas Mann, il a connu Rieck, etc., enfin, pas mal de gens qui parlaient allemand, et donc ça a pu compter évidemment dans la difficulté où il se trouvait, si vous voulez, d'attaquer tout d'un coup, de se faire l'ennemi tout d'un coup totalement, indiscutablement. Et puis, alors c'est une interprétation personnelle, mais il me semble qu'à relire ces lignes aujourd'hui, on peut apprécier le fait que ce soit des lignes sans violence, des pages sans violence, hein, et ça rejoint le tempérament pacifique, irénique de Valéry, qui n'aimait pas du tout les disputes, même si le cas c'est autre chose qu'une dispute. Et puis d'autre part, il me semble qu'il y a quelque chose de prophétique, de prémonitoire néanmoins, parce que la fin de la guerre a tout de même été, pour le peuple allemand, une manière d'être libéré de Hitler. Donc ce que Valéry dit à ce moment-là a un côté, d'une certaine manière, prophétique. Alors par la suite, il ne s'exprimera plus guère sur l'Europe, et il va tenir un discours un petit peu ambigu, c'est-à-dire que il va à la fois considérer que la table du jeu, comme il disait, se trouve plutôt renversée, et puis en même temps, dans une allocution à la radio en 1945, au mois de mai, il dit qu'il serait indigne de l'esprit européen de s'abandonner même à la réalité. Ce qui prouve qu'il pense qu'il pourra y avoir éventuellement un sursaut. Il n'empêche que, j'ai souvent cité ce mot, et Régis Debray l'a repris récemment, lorsqu'il reçoit le poète Eliot chez lui, au mois de mai, je ne sais plus le jour exact, c'est une des dernières visites qu'il reçoit, puisqu'il va mourir au mois de juillet, le 20 juillet, il dit à Eliot, sombrement, l'Europe est finie. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre une Europe finie et un esprit européen qui ne doit pas s'abandonner? Peut-être non, si on choisit encore une fois de souligner, si vous voulez, la différence entre le terme de politique et le terme d'esprit. Peut-être que du point de vue politique, les choses sont au pire, mais peut-être que du point de vue d'esprit, il peut y avoir un renouveau. Alors ce renouveau culturel s'est-il aujourd'hui vérifié? Je me garderai bien de répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup à Michel Gercourt pour ce riche parcours à travers les textes de Valéry qui parlent de l'Europe. Et vous avez en effet traversé toute la chronologie valérienne en nous donnant l'idée de quelles sont aussi les transformations et les différents moments de sa pensée. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Je vais essayer d'en formuler
essentiellement qui porte d'un côté sur l'Europe, d'un autre côté sur la crise. Alors, d'abord sur l'Europe, vous avez bien mis en évidence que la vision de l'Europe de Valérie est une vision très complexe et parfois aussi ambiguë, sinon contradictoire. Et d'abord, la question célèbre, par exemple, du rapport entre nationalisme juvénile et internationalisme des années 80. La question de la primauté de l'idéal européen. Et en effet, Edouard Saïd a pu, disons, présenter Valérie comme le modèle classique d'orientaliste. Et en effet, voilà, vous avez bien montré la perspective eurocentrique qui est inhérente, disons, de son époque. J'ajouterai à ces aphories, disons, aussi un type de, disons, tension en faveur de l'Europe qui n'est pas pacifiste tout de même. C'est-à-dire qui ne coïncide pas avec le pacifisme, par exemple, d'un Romain Rolland ou de la revue Europe que vous avez mentionnée. En effet, l'Europe de Valérie est une Europe internationaliste sans être, surtout d'abord de matrice socialiste évidemment, mais sans être aussi pacifiste au sens strict voilà, du terme. Et je trouve que, disons, cette vision non idéalisée de l'Europe, une vision complexe, est tout de même le prix aussi de la réflexion valérienne qui prend en compte certaines, disons, complexités de la situation de l'Europe aux années 20 et 30. Mais tout de même, surtout dans les écrits pour la Société des Nations, Valéry a une dimension idéale, donc une dimension où l'espoir, l'idéal fait son apparition. Il essaye souvent, au cours des débats de la Société des Nations, de donner un élan nouveau, disons, à ces débats. Et certains débats très, disons, au sein des sous-commissions de coopération intellectuelle de la Société des Nations, c'est bien pour lui l'occasion de formuler aussi des mots célèbres. Par exemple, c'est lui que la Société des Esprits, la Société des Nations présuppose une Société des Esprits. Donc en effet, je trouve que la dimension de l'idéal et de l'espoir se trouve concentrée, disons, dans cette notion de homme de l'esprit. Donc en effet, la première question, quelles sont les valeurs qui s'associent à ces hommes de l'esprit? Qu'est-ce qu'un homme de l'esprit selon Valéry et dans la perspective donc des valeurs européennes? Oui, alors cette notion d'homme de l'esprit, Valéry l'utilise pour la première fois donc à Vienne. Alors j'ai pas noté, mais comme vous avez publié, vous avez le texte peut-être pas loin, il dit qu'il fait la différence entre l'homme de l'esprit et l'intellectuel. L'homme de l'esprit, ça peut être quelqu'un de très modeste, pour qui les valeurs de l'esprit comptent. Vous voyez ? Mais ce n'est pas l'intellectuel au sens professionnel du terme. Alors il y a peut-être ici, mais là je me risque loin, il y a peut-être ici quelque chose à noter, c'est que le terme d'intellectuel en France est apparu au moment de l'affaire Dreyfus, et que l'affaire Dreyfus lui laisse un mauvais souvenir, et sur faire une recherche lexicale précise. Il me semble que dans les œuvres de Valéry, on ne trouve pas le terme intellectuel. Il me semble qu'on le passe pratiquement jamais. Donc, alors, par contre, en faisant cette édition que vous avez eu la gentillesse d'évoquer tout à l'heure, je me suis rendu compte que cette expression d'homme de l'esprit apparaît peut-être dans les 3 volumes que j'ai publiés, elle apparaît peut-être 20 ou 30 fois. Donc c'est quelque chose pour lui qui compte beaucoup. Alors, ça, la définition qu'il donne et qui figure dans le manuscrit de la cryographie de la Bibliothèque nationale n'est pas d'une clarté absolument biblique, hein, comme on dit. L'homme de l'esprit, c'est celui pour qui les valeurs de l'esprit ont de l'importance. C'est-à-dire quelqu'un qui ne met pas simplement en relief ou en avant les problèmes matériels, les bénéfices matériels ou les questions économiques et industrielles, mais qui se soucient de la culture.
Alors il y a un autre point que vous avez soulevé qui me paraît très intéressant, c'est quand il parle de la société des esprits. En fait, ce qui est intéressant à souligner, alors vous avez relu ces textes plus récemment que moi, c'est qu'en fait, Valéry va continuer jusqu'à la fin, je le disais, à prôner l'esprit européen, le développement de l'esprit européen, le rapprochement entre les peuples, etc. Et en particulier, il lance cette idée de société des esprits. Mais plus ça va, plus on a l'impression qu'il continue à tenir un discours auquel il ne croit pas. Et d'une certaine façon, pratiquement, si vous voulez, enfin, bon, c'est un peu, tout ça est un peu une espèce de science-fiction, de littérature-fiction, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? À partir du moment où le fascisme s'est vraiment établi en Italie, où il est devenu, si j'ose dire, pur et dur, à partir du moment où le nazisme apparaît de son côté, il y a évidemment le cas du Portugal, qui est un cas un petit peu à part. Qu'est-ce que peut faire Valéry? Il peut dire, tout d'un coup, voilà, il peut écrire au président de la commission de Genève, il dit, écoutez, cher monsieur, c'est terminé, nous n'avons plus rien à faire. Vous voyez, je dis les choses de façon caricaturale, mais c'est un petit peu la réaction qu'on peut avoir. Valéry fait semblant jusqu'à la fin, fait semblant de croire. Alors il y a des phrases, j'en ai cité quelques-unes qui sont très pessimistes. L'espoir qui ne va qu'en décroissant, etc. Il y a des phrases très pessimistes, mais en même temps, le fait même qu'il continue à organiser ces entretiens est quelque chose de remarquable. Et il va, juste avant la guerre, il sera à Genève, justement, pour rendre compte, comme il le faisait chaque année, puisqu'il était président de son comité, il va rendre compte à la grande commission internationale de coopération intellectuelle, il va rendre compte du travail qui a été fait, et à ce moment-là, ils envisagent des entretiens sur la musique, je crois, si je me rappelle bien. Donc ça veut dire que même alors que la guerre est là, si vous voulez, on continue à croire qu'on va pouvoir continuer à faire des entretiens qui sont faits pour rapprocher les peuples. Quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. En effet, je trouve que, disons, les espoirs de ces hommes de lettres, non seulement de Valéry, mais aussi des autres, qui participent d'une manière ou de l'autre aux activités de la Société des Nations ou d'autres organismes, en effet, s'écroulent, les espoirs de ces hommes de lettres s'écroulent sous le coup des événements, et en même temps, la seule possibilité, voilà, est de continuer. Je ne dirais pas faire semblant, mais plutôt d'essayer de donner quand même des appuis pour les valeurs et les espoirs. Oui. Et en effet, puisque vous venez de mentionner le pessimisme valérien, en effet, ma deuxième question porte sur le rapport entre ces notions de crise et le pessimisme de Valéry. Puisque ce que Valéry, ce que vous avez appelé inquiétude ou bien angoisse de la vieille Europe, en effet, Valéry, dans l'article, par exemple, de 1919, Valéry appelle la crise de l'Europe. C'est une notion qui, évidemment, est très large, qui a des significations différentes. Alors, quelle est la signification que Valéry donne à cette notion de crise? Eh bien, il me semble qu'il faut signaler que c'est Koselleck qui le signale, la crise peut être à la fois quelque chose de négatif, mais aussi quelque chose de positif. Et dans les années 30, en effet, on retrouve ces deux acceptions différentes. D'un côté, on a la crise de la science européenne de Husserl, ou bien la crise de Johann Huizinga, la crise de la civilisation européenne, qui ont un côté, disons, pessimiste et négatif. Ce sont des textes qui décrivent les affres du présent. Et d'un autre côté, on a une vision positive de la crise qui circule déjà dans les mouvements
de droite, le fascisme notamment, mais aussi dans d'autres textes, par exemple le texte de René Guénon vers la fin des années 20 sur la crise du monde occidental, ou bien chez André Malraux aussi, qui a une vision positive de la crise comme un renouvellement, quelque chose qui peut constituer un nouveau départ. Alors, par rapport à ce clivage, je trouve que, évidemment, Valéry n'est pas un optimiste, évidemment, il est un anti-moderne, si l'on veut, mais je trouve que son positionnement par rapport au clivage de optimisme-pessimisme est moins net, disons, qu'on pourrait le penser. Et non seulement parce que, disons, sa mise en garde contre la crise vise surtout à solliciter une réaction, mais aussi parce qu'au fond, il partage, je crois, intimement quelques observations sur la crise qu'on trouve formulées très bien par Ortega y Gasset dans son essai sur la rébellion des masses, qui est publié en 1930. Donc, en effet, les réflexions sur la crise de Valéry sont précédentes, mais elles sont, disons, en syntonie sur certains points. Parce que Ortega distingue deux conceptions possibles de la décadence et de la crise. L'une qui se tourne vers les époques antérieures comme des âges de l'or, qui sont révolus à jamais, et qui est donc nostalgique, et une deuxième conception qui, au contraire, prend forme à partir, dit Ortega, du sentiment d'être, disons, parvenu à un sommet de civilisation jamais atteint auparavant, mais d'où on est en train de déchoir. Donc, en effet, c'est cette sensation d'être au sommet de la civilisation, donc c'est ce choc entre la perception de la hauteur des temps et du revirement, disons, brusque avec le conflit mondial, qui est à la source, disons, de l'idée de crise de Valéry, à mon avis. Est-ce qu'on peut interpréter, voilà, la notion de crise dans ce sens? Oui, je crois que vous avez mis le doigt sur un point tout à fait central, qui est assez complexe, parce qu'en fait, Valéry, dans tous ces textes que nous avons évoqués, parle de l'esprit européen essentiellement donc comme puissance de transformation. Bon. C'est quelque chose qui reste très général. En réalité, plutôt de manière complémentaire, je crois que la part du pessimisme de Valéry est profondément artistique. Et je crois qu'il suffit, si vous voulez, de lire des textes qui a consacrés, les allusions qu'il a pu faire au symbolisme, pour voir que le symbolisme a été absolument un apogée de la culture française, puisque là c'est la France qui parle essentiellement, mais il y a des textes sur l'armée. Alors j'ai coupé toute une page où je voulais justement développer cette question. Il me semble que la question de la littérature est tout à fait fondamentale. Je dirais pas dans les textes sur Mallarmé, mais ailleurs dans les textes sur le loisir, que les gens ne savent plus lire. Donc l'art de lire s'est perdu. Hein. Je crois que c'est l'expression qu'il utilise. L'art de lire se perd, il est perdu. Je crois que c'est la fin d'un des textes sur Mallarmé. Et ça, et alors quand il célèbre en 1936 le cinquantenaire du symbolisme, c'est la même chose. Lorsqu'il s'entretient avec Frédéric Lefebvre dans les Nouvelles littéraires, j'avais réuni ces entretiens de nouveau il y a quelques années, il fait aussi de l'époque symboliste, une époque absolument idéale qui a connu ensuite une sorte de décadence. Alors, il y a ce premier point. Il y a un deuxième point qui est complémentaire. Je trouve que j'ai travaillé là-dessus, puisque il y a une quinzaine de jours à Sète, donc où est né Valéry, se tenait des journées Valéry, où on a parlé de la peinture. Il est assez frappant de voir que les deux textes qui consacrent à Berthe Morisot évoquent l'impressionnisme, mais à aucun moment il n'y a d'expression qui soit proprement élogieuse, si vous voulez, sur l'impressionnisme. Dans le texte, sur le livre qu'il a consacré à Degas dans le dessin, de la même façon, ce qu'il loue, c'est le métier, le travail,
dessin plutôt que la couleur, etc. Et là encore, alors il ne le dit pas véritablement, mais on sent bien que la peinture pour lui est en train de connaître une sorte de décadence, c'est tout à fait clair. Dans le texte qu'il écrit comme préface au livre de Léo Ferrero, c'est Léo, Ferrero sur Vinci, et dans les Marginalia, parce qu'il a ajouté des petites extra-marges, il explique assez clairement, quand on regarde, que la beauté en art n'existe plus, que l'art est devenu une valeur fondée essentiellement sur des effets sensoriels immédiats, et il pense en particulier à la peinture où il y a plus, selon lui, de composition. Et donc je crois que, alors la musique, il n'en parle pas parce que c'est un art qu'il ne connaît pas du tout, pratiquement. Enfin bon, il écoute un peu de la musique, sa femme du piano, mais il n'a pas de culture musicale véritable. Mais je pense que dans le pessimisme que vous évoquez, il y a une part de nostalgie pour la fin du XIXe siècle, qui est quelque chose qui me paraît tout à fait évident. Alors il ne peut pas le dire parce que ce qui est frappant d'ailleurs, quand on regarde les textes sur la peinture, si vous voulez, c'est que il ne porte jamais de jugement très précis. Il n'est pas historien d'art, il n'est pas critique d'art, il tient un discours personnel sur la peinture. Mais en fait, il n'a pas la culture dans ce domaine, la culture suffisante pour théoriser, si vous voulez, et être convaincant. Alors, parce que si vous théorisez une décadence de l'art, évidemment, il y a toutes sortes de gens qui tombent dessus, c'est tout à fait évident. Donc je pense qu'il a voulu rester sur la réserve. De la même manière, vous remarquerez qu'il ne critique pas vraiment la littérature contemporaine, il se contente de ne pas en parler. Et c'est quelque chose d'assez frappant. Alors, évidemment, les textes sur la peinture sont des commandes, mais on peut remarquer qu'il écrit sur Berthe Morisot, sur Manet, sur Corot, sur les peintres italiens et quelques autres, mais sur Daumier, ce sont des morts. Ce sont des morts, alors qu'il connaît Renoir, il connaît très bien Monet, qu'il aime beaucoup, il connaît Maurice Denis, etc. On peut imaginer très bien que Maurice Denis ou Monet lui un jour dit: est-ce que vous ne voudriez pas faire une préface pour mon catalogue? Enfin, c'est pas impossible à penser. Il n'écrit pas sur les vivants, comme s'il ne voulait pas s'exprimer sur l'art contemporain. Et en littérature, c'est pareil. Il parle du symbolisme comme une période bénie. Alors par contraste, évidemment, on comprend que la période présente ne l'enthousiasme pas, c'est évident. Mais il n'y a pas de critique argumentée, articulée. Il y a quelques petites remarques ici et là sur les fameuses formules, le moderne se contente de peu, etc. Donc là, ce sont des formules qui ne sont pas développées. Mais je crois que, il me semble que fondamentalement, sa part du pessimisme est réelle. Et l'esprit européen, c'est plutôt un esprit de civilisation au sens le plus large du terme. Et il n'entre pas dans le détail. Et une dernière question, au sujet de cette nostalgie pour la fin du XIXe siècle, je suis en effet tout à fait d'accord, mais est-ce qu'il s'agit là aussi d'un idéal libéral de l'homme? Puisqu'en effet, il me semble que lorsqu'il se demande quel est l'homme moderne, comme dans plusieurs entretiens de la Société des Nations, en effet, il y a une part de nostalgie pour l'idéal disons, pluriel, hétérogène du libéralisme du XIXe siècle, qui risque d'être, qui est menacé par le totalitarisme des années 30. Et en effet, je trouve que la seconde partie de la crise de l'esprit contient aussi
des réflexions sur l'inégalité des hommes qu'il voit comme quelque chose de positif. Positif dans la mesure où il faut savoir apprécier et conserver, disons, les différences qui sont une richesse pour la société, et il faut libérer, disons, les capacités individuelles et aussi voilà, l'originalité des individus. C'est une vision qui est en lien strict avec la vision de John Stuart Mill, qui dit qu'une société entre en crise, commence sa décadence lorsqu'on restreint les possibilités des individus, lorsqu'on alimente plus, disons, l'originalité des individus. Donc, dans la deuxième partie de la crise de l'esprit, on parle beaucoup de l'inégalité, de l'importance de garder la richesse de la diversité. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose qu'on trouve partout chez lui. C'est l'éloge, en quelque sorte, de la singularité de l'individu et le fait, alors c'est lié aussi à sa critique de l'enseignement. Mais c'est un fait troublant parce que je reviens au peintre, si vous voulez, sur lequel je me suis intéressé là, pour cette réunion d'il y a une quinzaine de jours. Quand on regarde les textes, c'est très curieux parce que d'une certaine façon, alors c'est le problème des musées en particulier. Alors il dit qu'il n'aime pas les musées et ce qu'il faisait d'ailleurs quand il visitait les musées, c'est qu'il les visitait très rapidement, puis tout d'un coup il s'arrêtait devant un tableau, comme s'il y avait une espèce d'aimantation, si vous voulez, une attirance particulière pour ce tableau. Et il disait que donc il peut y avoir véritablement un amour de la peinture. Mais en même temps, cet amour de la peinture, pour lui, est totalement étranger à la connaissance de l'histoire de la peinture. Elle est étrangère à la connaissance de la biographie du peintre. Il raconte, la chose est bien connue, qu'il avait suggéré une fois au Conseil des musées qu'on enlève dans les musées ou les expositions, vous savez, les petites étiquettes qui indiquent le nom du peintre. Et ce qu'il aurait voulu, justement, c'est qu'on enlève ces étiquettes pour que tous les tableaux soient à égalité. Parce qu'il est évident que si vous voyez marqué Rembrandt, vous allez vous arrêter, vous allez dire « Ah, c'est un Rembrandt », alors que s'il n'y a pas d'étiquette, peut-être que vous trouverez que le tableau n'a aucun intérêt. Donc, il y a une sensibilité particulière, mais cette sensibilité, il ne dit pas d'où elle vient. Elle ne vient pas de l'éducation, puisqu'il refuse tout savoir, et elle ne vient pas forcément de la naissance de l'individu. Il y a quelque chose là qui, pour moi, est très mystérieux. Il n'explique pas véritablement, si vous voulez, pourquoi quelqu'un pourrait aimer la peinture. Il n'y a pas d'apprentissage, on n'apprend pas à aimer la peinture, en particulier l'école n'apprend pas à aimer la peinture. L'histoire de l'art n'apprend pas à aimer la peinture. Donc il y a une espèce de... Je ne sais pas comment dire, il y a une espèce d'impensée. Alors il y a une part aussi de provocation, vous savez. Je pense à un texte de Charles Péguy qui avait suivi à l'école normale les cours de Lançon sur le site de Corneille. Et Gustave Lançon faisait des heures et des heures de cours sur l'histoire du théâtre français. Et Lançon et Péguy écrit « Celui qui comprend mieux le Cid, c'est celui qui prend le Cid au ras du texte, et surtout c'est celui qui ne connaît rien à l'histoire du théâtre français. » Alors évidemment c'est une phrase polémique, si vous voulez, une phrase de provocation, mais on a l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose de comparable chez Valéry. Celui qui comprend mieux un tableau, c'est celui qui se met face au tableau et qui apprécie tout seul le tableau. Mais d'où vient cette aptitude à aimer un tableau? À aucun moment il ne le dit. C'est très mystérieux. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Oui. Il y a des questions? D'abord, si vous permettez un français non spécialiste de Valéry, je vais vous poser une question. Vous avez
pouvez prendre le micro parce que je ne l'entends pas. Ah. Voilà, vous avez votre propos m'a, pendant vous écoutant, me porté à vous poser d'abord une question ponctuelle, et vous avez répondu en partie pour l'une d'entre elles. Je voulais savoir la réaction de Valérie devant deux affaires particulières. L'une, c'est l'affaire Dreyfus, et vous avez dit il a un mauvais souvenir. Est-ce que vous pouvez préciser un peu? Et l'autre, plus en liaison avec l'entre-deux-guerres sur lequel vous êtes arrêté, c'est les accords de Munich. Et j'ajoute une considération simplement, ce qui m'a frappé en vous écoutant, et moi je suis historien, mais pas contemporanéiste et pas spécialiste de Valérie en plus, c'est que si on met en regard le fameux texte de 1919 que vous avez commenté, etc., extrêmement pessimiste, effectivement, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et cette déclaration dont vous avez parlé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui, elle, comporte une ouverture sur le futur et sur l'Europe, on se prend à penser que finalement, l'entre-deux-guerres, le travail à la SDN, etc., a fait mûrir son esprit européen. Et là, en quelque sorte, un peu sorti, paradoxalement, dans une période trouble, la sortie partiellement du pessimisme qui était le sien en 1919. Alors, je commence par le deuxième problème, si vous voulez, la deuxième question. Il est tout à fait évident qu'il y a deux périodes pour l'entre-deux-guerres. Il y a la période immédiatement l'armistice, 1919, etc. Et cette période va avoir une sorte d'apogée, je dirais, vers 1925-26. Il y a là véritablement l'impression, l'illusion, ce qui se révélera comme une illusion malheureusement chez Valérie, que la paix peut être établie de façon durable. Il y a l'idée que les rapprochements entre les peuples sont tout à fait possibles. Et à partir de 1926, les choses vont se dégrader progressivement. Je crois, je faisais de la mort de Bruyère en 1932, si vous voulez, une sorte de césure. Il est clair que quand on regarde les textes, en particulier cette lettre à Madariaga qui doit dater de 1933, si je me rappelle bien, elle est d'une violence. Quand on connaît le style de Valérie, si vous voulez, elle est d'une violence absolument stupéfiante. Donc, ce qui m'avait frappé beaucoup quand j'ai travaillé là-dessus pour faire la biographie que Paola évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu, dans l'immédiat après la Première Guerre, il y a eu pas mal d'institutions, de regroupements qui se sont faits pour essayer d'aller justement dans le sens de rapprochement des peuples. Il y a le truc de Bund, il y a la Pan-Europe qui est autre chose de notre énergie. Alors lui, il voulait des États-Unis d'Europe. Valérie a fait partie, je crois, du comité d'honneur ou quelque chose comme ça, mais il n'a jamais été à aucune réunion. En particulier, je pense, parce que Goudenoff-Kellerby devenait de plus en plus violent à l'égard de la Société des Nations, ce qui mettait Valérie un peu en porte-à-faux. Mais Valérie n'a jamais parlé, je le disais, à la différence de Claudel, il n'a jamais parlé d'États-Unis d'Europe. C'est une question qui lui est absolument étrangère. Quant à l'affaire Dreyfus, si vous voulez, c'est très compliqué. Si j'ai dit qu'il l'a regretté, c'est que il y a une note détaillée qui est tardive, qui doit dater de 1931, où il parle de la vérité avec un grand V, de la justice avec un grand J, etc. Et il dit tous ces mots finalement qui ne veulent rien dire et qui ne sont finalement que des essences ou des termes creux, expliquent largement mon attitude à l'occasion d'une certaine affaire. Et le ton de la note est un ton de regret. Alors il y a cette note, il y a d'autre part autre chose qui est beaucoup plus personnelle, c'est les relations qu'il a eues avec Marcel Schwab, avec lequel il ne s'est pas brouillé, mais enfin disons qu'à partir de 98, une espèce de commun accord, si ils se sont plus et puis ils avaient décidé de se revoir par l'intermédiaire d'amis communs,
est mort Schopp, ça devait être en 1903 ou 1905, et puis Schwab est mort juste avant qu'il ne se revoie. Je crois que ça a été une blessure réelle. Quant au fond de l'affaire, alors là, on est réduit à des hypothèses, parce que vous savez qu'il a signé les fameux Henry. Bon, je suis allé à la Bibliothèque nationale vérifier, parce qu'on avait un peu raconté n'importe quoi, donc ça l'a pas, etc. Je passe sur tous ces détails. Mon intime conviction, comme on dit dans les tribunaux, c'est que, en fait, si vous voulez, d'abord, sa réaction ne doit rien à l'antisémitisme. Ça, c'est quelque chose qui me paraît totalement évident. Et ensuite, il était très ami avec Schwab. Il soutiendra Einstein quand Einstein voudra accueillir le chef de la Collège de France. Il a été très ami avec personne, beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne le dit. Tout ça me paraît clair. Il n'y a aucun antisémitisme là-dedans. Ce dont je suis persuadé aussi, c'est que lui-même devait penser que le refus était innocent. Mais il avait finalement l'attitude, si vous voulez, qu'ont eu l'immense majorité de Français, c'est-à-dire bêtement de considérer que... Alors il faut dire aussi que ce qu'on appelle les droits de l'homme aujourd'hui n'avaient pas la même valeur à l'époque. C'est-à-dire que sacrifier un individu, ça n'était pas ce que ça peut être aujourd'hui. Donc l'idée générale, enfin l'idée très largement répandue, c'est qu'il valait mieux ne pas mettre en cause l'armée, c'est-à-dire sauver, en termes de sauver l'honneur de l'armée, à un moment où on aurait à affronter les Prussiens, sauver l'armée plutôt que de réhabiliter un homme, montrer qu'il est innocent et montrer que l'armée s'est trompée. C'est le raisonnement qu'il a eu et qui est un raisonnement sensiblement différent de celui de Degas, qui lui était furieusement antisémite. Et d'ailleurs, je ne sais pas si discuter ça ensemble, mais étant donné le caractère de Degas, ça devait être, s'ils en ont parlé, ça a dû être assez violent. Mais ça reste un point extrêmement troublant et puis, ce qui est troublant aussi, si vous voulez, c'est que Valéry est quelqu'un qui, au sens moderne, contemporain du terme, quelqu'un qui ne s'engageait pas volontiers. Il n'a pratiquement plus jamais signé aucune pétition, et pourtant on lui en a proposé. Et donc, pourquoi lui, qui était modeste rédacteur du ministère de la Guerre, qui était en 1998, qui était connu comme écrivain par quelques dizaines de Français, surtout à Paris, dans un petit milieu. Il avait écrit l'introduction à la méthode du Léonard de Bercy, la soirée de ce test qu'on juge aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre, mais à l'époque, Valéry, c'était personne, enfin, c'était quelqu'un de totalement inconnu. Donc pourquoi a-t-il pris la peine je ne sais pas. Alors Léoto, dans des entretiens radiophoniques, racontera, si je me rappelle bien, qu'il n'a pas signé justement lui ses histoires. Je suis allé à la Bibliothèque nationale et ils sont allés ensemble. On voit Valéry, on voit Léoto juste en dessous. Donc c'est enfin, on pourra parler à la suite de cette histoire, qui reste pour une part d'ailleurs. Qui reste pour une part pour moi un peu et qui lui a quand même nuit, puisqu'il y a eu le fameux le titre d'un livre qui a rassemblé toutes les signatures, ça s'appelle Le Monument, je crois, qui a rassemblé toutes les signatures des gens qui avaient souscrit à la libre parole. Mais en même temps, je crois que plus personne, enfin, autant que je sache, plus personne ne lui en a parlé après. C'est quelque chose qui a été publié, enfin, on en parlait plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va continuer peut-être la discussion après. Et merci beaucoup Michel Jarty pour cette conférence et merci à tous pour la participation.
Donc la prochaine séance de notre séminaire sera au mois de novembre. Merci. Merci à vous et pardon encore d'avoir été un peu long. Décidément, ça devient chez moi une manie. Il faudra que je corrige.